Donc le groupe des élus de gauche a souhaité poser une question orale à la municipalité portant sur l'agression sexuelle par un animateur dont a été victime une petite fille au mois de juillet 2020 au centre de loisirs Claude Bernard. En dehors de la mise à pied de l'agresseur, dont vous parlez dans la presse, quelles ont été les mesures prises par la municipalité? Est-ce qu'un signalement a été fait à la direction départementale de la cohésion sociale, comme le prévoit la loi, pour qu'une enquête administrative soit mise en œuvre en parallèle de l'enquête judiciaire et qu'une interdiction d'exercer soit prononcée dans l'attente, sans délai? Vous dites... Ah pardon, allez-y, je vous en prie. Alors si vous préférez, je vais essayer de vous répondre. Bon, d'abord, en gros, je vous redonne un peu le contexte. Bon, d'abord, sur ce sujet, il faut quand même qu'on ait tous une pensée de compassion et de solidarité absolue, hein, non seulement comme équipe municipale, mais aussi comme parents, hein, pour cette petite fille qui a été victime des agissements pervers de cet individu. Et je veux souligner bien sûr la dignité de sa famille que nous avons rencontrée et qui nous a demandé aussi d'être bien sûr le plus digne, bien entendu. Alors, Madame Perrotin, cette affaire est grave et nous sommes tous élus, personnels et citoyens, profondément meurtris que ces faits aient pu se produire dans un de nos centres de loisirs. C'est la crainte de tout parent et il n'a jamais été question de passer cet événement sous silence si ça avait été dit par quelqu'un. J'en ai d'ailleurs parlé très ouvertement dans mon propre éditorial du journal municipal d'octobre et je tiens à dire que nous agissons avec la plus grande transparence sur cette affaire. Nous n'avons rien à cacher car toutes les procédures de contrôle ont été respectées. Mais cela ne peut évidemment nous satisfaire, donc il faut aller au-delà dans l'action et dans la réflexion. Le vrai sujet n'est pas la procédure de recrutement de la mairie, qui est totalement conforme à la loi, il n'y a pas de doute là-dessus, mais les agressions sexuelles sur les enfants dans notre pays dont le nombre donne le vertige et qui augmente tous les ans. On en est à 165 000 enfants victimes de viols et de tentatives de viol chaque année dans notre pays. Et en plus, il faut savoir que il y en a qui ne portent pas plainte, ce qui est quand même sacrément, bien sûr, préoccupant. Donc vous pouvez voir ce chiffre, on a d'ailleurs du mal à avoir un chiffre extrêmement stable. Donc je vais répondre en tout cas à cette première question précisément. Et bien dire aussi que sur un sujet comme ça, on est là pour trouver des solutions, on n'est pas seulement là pour aller chercher les coupables. Les coupables, on les connaît, il y a la justice, la police qui a très bien fait son travail, mais chercher des solutions. Donc à votre question très précise, bon, vous savez que par principe de précaution, on a immédiatement suspendu, bien sûr, l'animateur de ses fonctions, à l'issue de sa garde à vue le 8 juillet. Puis nous avons mis fin, bien sûr, immédiatement à son contrat, nous n'aurions pas pu agir plus vite. Le signalement qui a été fait à la direction départementale de la cohésion sociale, à la DDCS, a été effectué et un dossier complet a été envoyé par la ville à la direction départementale de la cohésion sociale. Pourquoi cet intervalle de temps? Tout simplement parce qu'il a fallu laisser l'enquête judiciaire se dérouler. À un moment, on a l'impression que, voilà, des interprétations là-dessus. Bon. Et que l'individu avait été remis en liberté parce qu'on devait analyser les prélèvements ADN. Donc on ne peut pas mettre en cause quelqu'un, bien sûr, sans avoir validé les preuves. Ce n'est qu'au vu des résultats de ces prélèvements qu'une nouvelle garde à vue a été ordonnée par le parquet et que le suspect a finalement avoué le 17 septembre, puis est passé en jugement, en comparution immédiate le 18 septembre. Alors, vous imaginez, donc les faits remontent au 7 juillet, vous voyez, le 18 septembre, donc la condamnation est d'une fermeté quand même très directe. Hein. Monsieur Fourgousse, oui. Est-ce que je peux avoir la date de la déclaration à la direction départementale de la cohésion sociale qui a été faite par la mairie? Vous me dites qu'il y a tout un dossier. Est-ce que je peux avoir la date de cette déclaration, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est le 24 septembre. Oui. 24 septembre. Donc c'est en tout cas... le 24 septembre. C'est à la vue de toutes ces analyses et ces prélèvements, bien sûr, que
le parquet donc a ordonné et a obtenu en tout cas les aveux de ce personnage. Et le 18 septembre, voilà, on a eu donc un jugement quand même assez extrêmement exemplaire. Il n'y a donc pas eu de signalement entre le 8 juillet et le 24 septembre, puisque nous étions encore dans le temps de l'enquête, avec un individu présumé innocent. La présomption d'innocence, il y en a qui sont très attachés par moment, et d'autres moments, ils sont moins attachés, mais c'est bon. Je vais vous préciser la loi. La loi ne dit pas qu'il faut attendre la condamnation du suspect. L'article R 227-11 du Code de l'action sociale et des familles oblige tout organisateur ou son représentant d'informer sans délai le service des accueils collectifs de mineurs de la Direction départementale de la cohésion sociale de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Et ce cas en fait partie. Donc le fait d'avoir repoussé la déclaration à la fin du mois de septembre, nous sommes le 2 octobre, donc il y a quasiment une semaine, fait que aucune interdiction d'exercer n'a pu être prononcée entre les faits et le 24 septembre, et cela a donc pu permettre à cet animateur de travailler ailleurs, auprès de mineurs. Alors, oui. Il faut apporter un complément. Effectivement, on a fait une déclaration le 24 septembre, mais une déclaration écrite. La DDCS avait déjà été informée dès qu'on a été informé des faits. On les informait oralement, effectivement, pour avoir leur point de vue sur cette situation. Donc ils étaient au courant. On n'a fait qu'une régularisation technique le 24 septembre. Oui. Eh oui, madame, c'est la vérité. Non, mais vous semblez douter, mais je vous dis comment on a travaillé. Mais ne soyons pas, Mme Perrotin, ne faut pas tous se fâcher ce soir-là. Sur une affaire comme ça, voilà, on n'a pas de leçon de morale. Moi, je suis factuelle. Je vous assure, si la mairie d'Elancourt, c'est une bande d'irresponsables, et que vous croyez qu'un problème comme ça, on ne le suit pas, simplement, quand on est en relation avec la justice ou la police, on a des consignes, il n'y a que le procureur qui a le droit d'exprimer clairement, publiquement. Okay. Est-ce que je peux me permettre de continuer mes questions? Alors non, parce que moi je termine sur votre question-là. Et on passera aux suivantes. Alors, oui, la brigade des mineurs, bien sûr, chargée d'enquête, est habituée à ces enquêtes délicates et fait toujours preuve de la plus grande prudence et de la discrétion dans la conduite de ces affaires parce que ça touche des enfants. Nous étions donc liés par cette approche prudentielle de la justice et par le respect des principes de droit. Et nous ne pouvions informer les parents ayant porté des faits qui n'étaient encore juridiquement que des présomptions devant la loi. Je précise d'autre part que le casier judiciaire de cet homme ne comportait aucune mention et il n'était pas inscrit non plus sur le fichier des délinquants sexuels, le FIJAIS, fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Nous avons procédé, comme pour toute personne de la mairie amenée à travailler avec des enfants, à toutes les vérifications légales en la matière, que ce soit clair. J'en profite pour dire que les antécédents dont a parlé la presse, n'étaient pas connus à cette époque. C'est seulement l'enquête récente de la brigade des mineurs qui a permis de les mettre à jour. Ils n'avaient donné lieu à aucune plainte et donc à aucun jugement. Il nous était impossible d'en être informés. Je précise que c'était également un animateur qui donnait satisfaction, il faut aussi malheureusement le dire, satisfaction professionnellement, et qui était apprécié par l'ensemble de ses collègues, il faut le faire. Hein. Sa formation BAFA avait été validée par la DDCS, avec l'accompagnement de Pôle emploi. Nous ne pouvions pas à ce stade avoir des soupçons. Le propre de ces individus, pour ceux qui ont une sensibilité ou une formation psychologique, ou psychiatrique ou médicale, le propre de ces individus, malheureusement, c'est d'inspirer confiance aux adultes comme aux enfants. Tout le monde est tombé des nues et c'est d'autant plus violent. Nous avons affaire en plus à un grand manipulateur. D'ailleurs, notre DRH et le service enfance éducation ont dû aussi mettre en place une écoute et un accompagnement psychologique pour une dizaine d'agents municipaux, les animateurs qui ont travaillé avec l'individu en question, qui ont été considérablement choqués, comme nous tous, bouleversés et perturbés d'apprendre ces faits perpétrés par leur ex. J'ai d'autres questions. Vous dites dans votre communication aux familles
avoir appris la condamnation de l'agresseur dans la presse. Nous en déduisons que la mairie ne s'est pas portée partie civile. Et si c'est le cas, nous souhaiterions savoir pourquoi. La mairie ne s'est pas portée partie civile en premier lieu parce qu'elle n'en avait pas la possibilité. Dans tout ce laps de temps, entre début juillet et septembre, l'enquête judiciaire se poursuit. Nous savons seulement qu'il y a une plainte de la famille, mais rien n'est avéré à ce stade. Il n'y a pas eu d'autres témoins des faits que la victime et l'auteur. Nos personnels qui ont été entendus n'ont pu rapporter aucun témoignage direct. L'enquête est couverte par le secret et nous ne sommes pas tenus informés au fur et à mesure. Ensuite, tout s'est enchaîné avec une condamnation, d'ailleurs très, très ferme, dans la foulée. À quel moment aurions-nous pu nous porter partie civile? Je rappelle que sur le plan strictement juridique, il y a un obstacle légal. Dans un arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la Chambre criminelle de la Cour de casse, est déclarée irrecevable la constitution de partie civile d'une commune formée à l'encontre d'un membre de son personnel qui avait été condamné pénalement pour des faits de harcèlement sexuel au préjudice des 2 autres salariés. Sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, il ressort que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La haute juridiction a considéré que le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne physique, ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct, donc voilà, ne permettait pas de passer à cet acte-là. Les frais de justice engagés par la famille, s'il y en a, sont-ils pris en charge par la mairie? Alors, nous sommes bien entendu prêts à aider financièrement cette famille, si elle est dans la difficulté. Cela lui a été indiqué lors du rendez-vous. Anne Capio, qui est quand même maire adjointe, je vous le rappelle, ici à l'éducation, qui est aussi conseiller départemental. Donc Anne, avec la directrice du service enfance, ont eu, avec la maman et le papa de la fillette, rappelons qu'une aide juridictionnelle existe pour prendre en charge les frais d'avocat. Nous avons orienté vers une structure associative qui est dédiée, qui est la DIR, service départemental d'aide aux victimes d'infractions pénales, afin qu'ils puissent avoir un accompagnement juridique et psychologique. La maman a souhaité un entretien avec une psychologue municipale. Nous sommes là en soutien et en accompagnement. J'ajoute que les représentants des parents d'élèves FCPE et UNAP ont également été reçus en mairie pour avoir toutes les explications nécessaires. Vous avez une autre question? De nombreuses familles se sont émues sur les réseaux sociaux de ne pas avoir été informées en juillet par la mairie de ces actes. Qu'en est-il? Alors, je comprends l'émotion de ces familles et c'est pourquoi nous avons souhaité, avec Anne Capio, mettre rapidement en place une communication adaptée sur les réseaux sociaux, puis par un mail à toutes les familles, pour expliquer précisément les faits, le déroulement de la procédure et notre action préventive et réactive avec la mise en place d'une cellule psychologique et d'un groupe de travail. Je souhaiterais également que nous puissions travailler avec des associations spécialisées dans la protection de l'enfance et mettre des actions en place à l'école. Je rappelle qu'en juillet, nous n'avions pas d'informations fiables à communiquer aux familles et que les policiers nous avaient expressément, et c'est important, que les policiers nous avaient expressément demandé de ne pas en parler pour le bon déroulement de l'enquête judiciaire. Seul Madame le procureur de la République aurait pu, le cas échéant, décider de communiquer. Nous ne pouvions pas prendre nous-mêmes cette initiative. J'ai une autre question.